Je n'ai pas de, et il n'y a pas de question qui puisse m'échapper. On peut Quel que, commencer. quel que soit le pays ou etc. Non. Si c'était juste faire une présentation pour leur donner, oui, mais parler de ça, c'est pas un souci. Du début jusqu'au problème, mais j'aurais voulu fixer peut-être les objectifs pour répondre beaucoup plus aux questions parce que présenter une destination, c'est en termes d'opportunité pour la personne. Or, je ne présente pas les destinations de l'Europe toujours comme opportunité pour tout le monde. C'est selon les projets que les uns et les autres dans leur programme, etc. Surtout parce que certaines destinations que j'appelle destinations secondaires, qui sont les destinations les moins connues par le public camerounais et avec raison, sont des choix qu'on fait quand on a un long projet à suivre. Pourquoi Effectivement. destination secondaire? Parce que euh, sous le coup de la colonisation, on a été influencé par des langues. Et il est difficile pour quelqu'un de s'intéresser à un programme dans une langue qu'il ne comprend pas. Du coup, on n'est pas informé des opportunités qu'il peut avoir ici et là, juste parce qu'il y a une barrière linguistique. Et cette barrière linguistique reste toujours un frein pour les Camerounais. Donc, bon, un frein dans les autres pays parce que du côté, le Cameroun est aujourd'hui en proie à la guerre. Donc, tu dois voir que les gens du nord-ouest ou ceux qui ont fait la section anglophone sont les plus répandus dans le monde. C'est vrai. Bon, notre première barrière au Cameroun pour ceux qui sont francophones, c'est une barrière linguistique. Parce que les pays, même n'ayant pas l'anglais comme langue, développent des programmes pour attirer des personnes qui peuvent s'exprimer en anglais, quand ce n'est pas la langue du pays. Bon, alors, ce n'est pas un souci. Donc, si je peux faire une présentation de manière globale, je le ferai toutefois. Ce que je D'accord. peux parler, en gros, je parle du Portugal, je parle de la Croatie, juste comme opportunité, comme tu présentes. Et également, je présente en gros la Russie, juste dans ce que ces pays ont. Donc, D'accord. ouais. Ça va. Bien, Donc, on peut aller. Donc, on peut commencer. Il y a une personne qui a dit qu'elle a besoin de on peut commencer déjà. d'accord. Soit attendre au moins sur une personne, si c'est parler en gros, on peut attendre. Maintenant, si Oui. on donne 5 minutes, elle ne vient pas avant que Oui. nous D'accord. entrons dans le vif du sujet. Ça Ouais. va. Il y a un qui signale qu'il est en ligne, qu'il essaie de se connecter. Attends, encore. Je dis ici. Parce que là, c'est mon TikTok qui doit regarder si là aussi. Entre. Il y a D'accord. la salle d'attente.
Comment je vais faire pour voir si les solutions? Oui. Ah, j'ai Jonas, regardé, hast du noch il n'est einen pas là. Platz an deinem Bein? Il n'est pas là. Il y a qui est là et en même temps. D'accord. Bon, je pense que tu peux commencer. Il va nous Dankeschön. Ouais, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème. S'il ne nous rejoint pas, attends. Parce qu'en 15 minutes, je brosse tout ça. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Bon, parce que aussi le public, c'est fonction du profil. Si c'est uniquement des gens qui sont au niveau baccalauréat ou ceux qui ont la licence, sinon, je ferai de même une présentation générale pour édifier. Oui. Parce qu'avant de penser Portugal, Bon. bien. Oh, tu peux commencer. OK. D'accord. Donc, simplement, nous allons présenter rapidement le programme des études au Portugal. Donc, dans les options d'immigration, il y a les études et il y a les investissements. Il y a également les programmes pour travailleurs, mais nous nous accrocherons uniquement sur le programme des études. Pour ceux qui projettent faire des études au Portugal, qui est la voie idéale pour entrer euh, au Portugal. Donc, mais la première des choses par lesquelles je dois commencer, c'est déjà présenter le Portugal comme un pays de l'Europe, du Schengen, l'un des vieux membres de l'espace Schengen qui accueille aujourd'hui de plus en plus des étudiants internationaux. Certes, les programmes sont ouverts depuis des années, mais c'est récemment, avec les fermetures des programmes d'immigration, que plusieurs se sont retournés vers le Portugal, juste comme pour eux une porte d'entrée. Avec les programmes que le Portugal a commencé à développer depuis 2012 pour attirer le maximum de personnes vers lui. C'est un petit État de l'extrême de l'Europe, petit État parce que c'est une population de 10 millions d'habitants, tout le Portugal. Donc, avec langue principale le portugais, bien que certaines autres langues soient rencontrées là-bas, juste parce que c'est une destination touristique. Le Portugal partage sa frontière uniquement avec l'Espagne, frontière terrestre. Mais par vol, le Portugal est à 2h30, 3h de toutes les principales capitales européennes. Donc, que tu veux faire Lisbonne, Berlin, Lisbonne, Paris, Lisbonne, Milan, etc. Toutes ces destinations sont à 2h30 de Portugal, juste l'Espagne qui est très proche, à 45 minutes, on est à Madrid. À 1 heure de temps, on est à Barcelone à partir de Lisbonne quand on n'utilise pas de voiture pour les joindre. Alors, destination touristique est mondialement reconnue. Lisbonne est reconnue aujourd'hui comme la deuxième ville mondiale au cas où il fait le plus bon vivre. Donc, elle accueille suffisamment
de personnes qui viennent parcourir les plages et découvrir l'art culinaire du Portugal. Bien. En tant que destination des études, nous comprenons que cet espace qui est très réduit, le Portugal ne peut accueillir un grand nombre de personnes. C'est pourquoi beaucoup d'étudiants internationaux ont choisi le Portugal juste comme porte d'entrée. En dehors de ceux qui avaient un véritable projet pour le Portugal, les dernières années, précisément dans les années 2012, comme j'ai dit, jusqu'en 2021, oui. Alors, de nombreuses personnes sont venues au Portugal parce qu'il y avait un programme qui permettait à ce que nous appelons en Europe les sans-papiers de pouvoir obtenir les papiers directement au Portugal après avoir séjourné 2 ans et ayant un travail. Donc, ceux qui avaient déjà fait, quel que soit le moyen par lequel tu es entré en Europe et que tu pouvais travailler au Portugal pendant 2 ans et payer tes impôts, on te donnait une carte de séjour. Ça a donc créé un flux de personnes de tous les territoires de l'Europe au Portugal. Il y a de nombreux Camerounais mais qui viennent des autres pays et ils sont venus donc pour juste obtenir des papiers. Donc, en dehors de, le Portugal est dominé parce qu'il est membre des pays qui ont pour langue le portugais et étant l'initiateur d'un tel projet, la langue étant le portugais, mais elle est plus parlée au Brésil qui est presque un continent à lui seul. Le Brésil également forme la population la plus grande des étrangers au niveau du Portugal. Sur les 400, les 10 millions d'habitants qu'on a au Portugal, on a une forte communauté de presque 1 million de Brésiliens qui dominent. Donc, parce que tous les pays ayant pour langue le portugais, je parle, il y a le Brésil, la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Angola, et ce sont les pays qui avaient un libre accès au niveau du Portugal grâce aux accords qu'il y avait entre ces pays. Pas seulement, il y a aussi la Guinée équatoriale. La langue en Guinée équatoriale n'est pas le portugais, mais le portugais. La Guinée équatoriale a rejoint les pays dont la langue est le portugais, tout comme certains rejoignent la francophonie. Et avec donc les accords, les Guinéens, les, 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 les Équato-Guinéens avaient également la possibilité d'entrer facilement au niveau du Portugal. En matière des études, les exigences étaient moindres venant de ces pays. Il suffisait juste de présenter une admission dans une école pour obtenir un visa d'études, sans obligation de paiement, sans obligation de justificatif de revenus comme c'était dans les autres pays. Tout a changé radicalement en 2022-2023 quand le nombre a cru. Tellement de personnes sont entrées et les Indiens ont fait une très grande force de la population immigrante qui est entrée au Portugal et avec beaucoup de difficultés à s'intégrer dans les écoles et des réalités qu'on a sur le terrain avec le logement, tout a changé et les exigences ont aussi changé. Donc, les diplômes au niveau du Portugal sont des diplômes reconnus dans tout l'espace, dans le monde entier, tout comme en Europe. Et les programmes d'études sont faits en anglais pour certains, très peu de programmes, mais tous les autres programmes sont faits en portugais. Certaines écoles donnent la possibilité d'entrer au Portugal sans parler la langue, mais aujourd'hui, le nombre est très réduit, toujours avec ce mouvement de 2022-2023 on a rendu les exigences plus strictes. Par expérience, ce sont les Nigériens, je n'ai pas un problème contre eux, et qui en majorité sont arrivés, sachant que la langue d'études, c'est le portugais, et se plaignaient beaucoup au niveau des écoles, alors qu'on ouvrait cette possibilité pour dire quand quelqu'un arrive, il apprend la langue, et ils se sont beaucoup plaints, les écoles se sont révoltées, et on a revu cette mesure pour obliger désormais que les gens parlent le portugais pour accéder à des programmes de formation, ce qui fait que
en dehors de programmes de master que plusieurs écoles admettent encore des gens sans exiger le portugais, tous les programmes de premier cycle imposent le portugais ou la condition pour l'étudiant de signer un engagement avec preuve que quand il va arriver, il va aller faire la formation en langue portugaise avant de suivre ses cours. Donc, quelques écoles donnent cette possibilité. Le territoire étant petit, comme je l'ai dit au début, les universités ne peuvent pas accueillir un grand nombre de personnes. Pour une filière d'études qui attend 30 personnes, on accorde 5 places à 6 places pour tous les étudiants internationaux. Donc, quand on dit 5, 6 places, 75% seront prioritaires les étudiants venant des pays qui ont pour langue le portugais. Donc, sur 6 places, quand on prend 75% pour ces pays, le plus souvent, il reste 1 à 2 places pour tous les autres pays du monde qui ne parlent pas le portugais. Donc, ce qui fait que le challenge pour entrer déjà dans les écoles du Portugal n'était pas chose facile. C'est certaines écoles de business qui ont donc développé des programmes en gestion, en management, des programmes qui n'exigent pas un très grand nombre de matériel de formation, qui permettaient aux étrangers à venir se former dans la langue anglaise, par exemple, et ils leur donnaient donc la possibilité d'entrer sans limite de quota. Voilà par où plusieurs sont entrés au niveau du Portugal, où les droits sont les mêmes que ceux qui sont respectés au niveau de l'Europe. Venir aujourd'hui au Portugal, c'est justement parce qu'on a accès à l'euro, parce qu'on a accès à tous les autres pays. À la seule différence que les coûts des études, malgré le coût de vie qui peut être moins élevé que dans les autres pays, c'est le coût du logement qui est très cher. Les coûts des études semblent également élevés parce que la pension pour les étrangers est toujours plus élevée que ceux des Portugais du Portugal ou bien de ceux qui viennent des pays qui ont pour langue le portugais. Si une filière de formation, la formation est offerte à 1 000 euros dans une université ou 1 200 euros pour tous les Portugais, les étrangers seront en train de payer entre 3 500 jusqu'à 7 000 euros la formation en tant qu'étranger. Et tu ne peux être considéré que comme portugais ou bien assimilé que lorsque tu as déjà fait 2 ans au niveau du Portugal de manière régulière. Quand tu as fait 2 ans de manière régulière, en ce moment, la pension dans les écoles, si tu t'inscris dans un nouveau programme, tu peux donc être considéré comme les autres Portugais et payer le même coût de pension, 650 pour certaines écoles et 1100 pour d'autres. En dehors de cela, les programmes restent totalement élevés pour les étrangers. L'une des grandes écoles qui accueille les étrangers au niveau du Portugal, c'est l'ISTE. C'est une école de business qui offre plusieurs programmes dans plusieurs domaines en anglais et qui recrute régulièrement tous les 2 mois au niveau du Portugal pour des formations en anglais. À la seule différence que, même pour faire ces formations, actuellement, il y a des tests de langue qui sont mis en place. Il faut, si tu n'as pas un TOEFL ou un IELTS pour démontrer ta connaissance de la langue, il y a des interviews qui sont faites pour voir la maîtrise de la langue par l'étudiant avant de valider sa place. Et également pour les pays où, parce que pour entrer à l'université dans certains pays, le diplôme de baccalauréat ne donne pas automatiquement l'entrée à l'université. Au Cameroun particulièrement, puisque nous parlons du Cameroun, le diplôme baccalauréat ne donne pas un accès total parce que pour avoir accès à la filière au niveau du Cameroun, il faut passer par une étude de dossier. Ce qui fait que certains pays considèrent qu'il faut un examen au Cameroun pour entrer à l'université quand tu as le baccalauréat. Donc, ça ne donne pas un accès direct à l'université. Ainsi, tu dois vouloir t'inscrire à un cycle de licence à l'extérieur au Portugal. On exigera de faire une équivalence de tes diplômes d'une certaine manière pour le baccalauréat ou bien pour ceux qui ont des formations professionnelles. Donc, ça c'est en gros ce qui, on peut dire, du programme des études au niveau du Portugal.
L'une autre particularité du Portugal, c'est que tous les étudiants ont la possibilité de travailler à temps plein. Toutefois, quand tu trouves un emploi à temps plein, tu peux justifier et migrer du cycle des études vers l'emploi sans aucune restriction. Donc, c'est pas limité à 20 heures de travail ou 40 heures de travail par semaine ou par mois, comme ça se fait dans certains pays. Donc, l'étudiant est libre de travailler tant qu'il peut prouver qu'il travaille et qu'il gagne de l'argent. Il y a cette possibilité. Oui, mais le coût de vie, je disais tantôt, est moins cher et cher à la fois. Cher juste parce que les logements sont devenus très chers. Le Portugal étant devenu une terre d'attrait pour les personnes, les grands investisseurs, ils ont acheté des maisons et le coût de location a grimpé totalement. Les chambres sont tellement chères contrairement à ce que une personne peut gagner au niveau du Portugal. Donc, ça, c'est une chose que nous pouvons préciser. Donc, pour postuler au Portugal, l'idéal est de commencer en tant qu'étudiant, de commencer très tôt, en début d'année. Parce que à ce jour, au mois de juin, c'est les dernières phases des admissions où c'est beaucoup plus facile dans les écoles privées d'accueillir les personnes. Les admissions commencent au Portugal normalement en décembre pour l'année d'après. Pour 2026, dans certaines écoles, les admissions ont débuté depuis décembre. Il y a eu une phase, deux phases, trois phases. On est aujourd'hui à la cinquième phase. Ce qui fait que les gens postulent beaucoup plus dans les premières phases pour être considérés parce que dès que le quota des internationaux est atteint, on ne recrute plus. Pourtant, après cette cinquième phase pour les internationaux, c'est en ce moment que les phases d'admission pour les nationaux ou ceux qui sont déjà dans l'espace européen est ouvert. Donc, ça, c'est une autre chose qu'il faille considérer. Et comme je le disais, c'est plus facile pour ceux qui ont la licence d'avoir plusieurs programmes que ceux qui n'ont pas la licence, parce que ceux qui n'ont pas la licence auront une barrière de la langue. Et ben, la majorité des pays, des écoles exigeant la langue pour pouvoir postuler ou entrer dans une école. Même quand tu obtiens l'admission à l'école, c'est vrai que tu peux arriver et jongler une année pour apprendre la langue avant de faire ton programme d'études. Et si tu dois passer une année avant de faire ton programme d'études, tu dois déjà te préparer à l'avance, sachant que pendant ce temps, tu dois payer des frais, tu seras en train de payer de la location, tu dois te nourrir pendant ce moment. Parce que même pour avoir des jobs, certes, on peut avoir des jobs, mais c'est très limité quand on ne parle pas la langue. Mais si tu parles la langue, en ce moment, c'est plus facile. Donc, une personne qui considère ce présent pouvait aller au Portugal doit se dire dans la tête que pendant au moins les 6 premiers mois, il doit avoir de quoi se nourrir, de quoi se loger, parce que en ce moment, il doit s'intégrer dans la société, apprendre les bases de la langue pour facilement intégrer les milieux de travail, les milieux d'emploi. Sans cela, la communication sera très, très compliquée. Et ne pas avoir un tel budget, c'est se buter dès son arrivée les premiers jours au niveau du Portugal. Deuxième chose, les visas pour entrer au Portugal se font uniquement actuellement pour les visas d'études parce que ce sont les visas long séjour. Quand tu viens faire les études, les visas se prennent au niveau du Nigeria. C'est l'ambassade du Nigeria qui a la compétence territoriale pour les visas de long séjour en ce qui concerne le Portugal. Et tous les études rentrent dans le programme des longs séjours. Ceux qui vont au Portugal pour les courts séjours, donc c'est le Schengen, ils doivent demander le visa au Cameroun à l'ambassade d'Espagne. Mais pour les études, tout se fait au niveau du Nigeria. Comment faire donc pour aller de l'inscription jusqu'à la demande de visa et l'intégration au niveau du Portugal? Ça se fait en 3 étapes. La première étape, c'est de soumettre son dossier qui est précédée par la légalisation de ces diplômes, qui est une phase inévitable. Même si on peut retarder, elle est inévitable parce que les documents doivent être authentifiés par l'ambassade du Portugal, n'importe où dans le monde, avant d'entrer au niveau avant d'être accepté dans les écoles. Certaines écoles donnent la possibilité, pendant le processus d'admission,
que les étudiants soumettent leurs documents et que la procédure, parce que la procédure d'authentification prend du temps dans les ambassades, ça peut faire 1 mois à 2 mois ou 2 semaines selon l'ambassade qui le fait. Il y a des personnes qui légalisent le diplôme dans des pays comme au Congo, quand ils ont la possibilité d'avoir des accès à l'ambassade là-bas. Le plus important, c'est que ce soit l'ambassade du Portugal qui légalise ton document, qui est déjà légalisé au niveau des relations extérieures. Après, donc, cela, cette authentification faite par une ambassade du Portugal, l'école te délivre une admission. Bon, si tu n'as pas, si au moment de ton inscription, c'est pour les écoles qui ont permis, tu soumets ton dossier pendant que tu signes tes diplômes, tu auras une admission conditionnelle. Donc, en attendant que tu aies tous tes documents, parce que si tu as tous tes documents légalisés par l'ambassade, en ce moment, on te donne l'admission définitive et cette admission définitive te permet maintenant d'aller demander le visa au niveau de l'ambassade. Et après avoir obtenu le visa à l'ambassade, on te donne un visa de résidence qui est valable 4 mois avec 2 entrées. Donc, tu peux aller et revenir. Et pendant ce temps, en te donnant le visa, on te donne également un rendez-vous pour obtenir ta carte de résidence. Dès que tu auras ta carte de résidence, tu peux séjourner au Portugal selon ton projet d'études. Si tu es entré en année de licence, on va te donner une carte de résidence de 3 ans. Directement, si tu es en cycle de doctorat, on te donne une carte de résidence de 3 ans. Et si tu es en cycle de master, tu auras une carte de résidence de 2 ans directement. C'est au bout de tes 2 ans de master que tu vas renouveler ta carte de résidence si tu y restes encore. Donc, voilà en gros le process. Les coûts des études là-bas varient, je l'ai déjà dit, de 650 € pour les nationaux à minimum 3 000 € pour les non-nationaux jusqu'à 7 000 € selon la filière et l'université qui t'accueille. Donc, ça, c'est pour ce qui est du coût des études. La procédure même d'inscription, elle aussi, est sur 3 phases. Il y a une pré-inscription, il y a les épreuves et tests qui sont faites. Ça veut dire que tu vas refaire une épreuve selon ta filière à laquelle tu es inscrite pour certaines écoles. C'est une épreuve compétitive. Et au terme de cette première phase qu'on parle d'inscription, il y a la phase d'immatriculation. Et après l'immatriculation, tu payes la première tranche de la pension. Le reste de la pension étant payé sous 10 tranches jusqu'en juin de l'année d'après. C'est comme ça que cela est calculé. Mais dès les premiers, dès que l'admission définitive est donnée sous 1 semaine pour certaines écoles, 2 semaines pour d'autres, ou 3 jours encore pour certains, tu dois payer la première tranche de la pension directement pour confirmer ta place. Sinon, on livrera les places à ceux qui étaient sur les listes d'attente. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter pour ce qui est du Portugal en termes de convivialité? Les Portugais sont très accueillants, contrairement à certains endroits ou certains pays où on part. Ils sont très accueillants, très serviables, mais ils se fâchent beaucoup. Ils grondent beaucoup comme en France. Ils crient aussi. Ça, c'est ce qui est du Portugal. Et dès que tu entres dans le Portugal, tu as la possibilité de circuler sur tout l'espace Schengen. Les 27 États de l'espace Schengen sont ouverts à la libre circulation pour un séjour de moins de 90 jours par an. Conseil important pour celui qui veut s'engager pour le Portugal, c'est qu'il doit avoir au moins l'argent pour payer sa pension, 3 000 € la première année, c'est-à-dire avec tout ce que cela comporte, avoir de quoi se nourrir pour la première année, même s'il peut trouver des jobs. Il n'est pas bon de voyager en disant qu'on va trouver des jobs et que peut-être tu fais les 6 premiers mois, tu ne trouves pas, ça devient très compliqué. Pourtant, si tu as de quoi te nourrir les 6 premiers mois, tu t'intégreras dans la vie et ce sera plus facile.
Donc, le conseil, c'est d'avoir de quoi se nourrir la première année, de quoi se loger. Le se loger, se nourrir dépend du standard de chacun. Il y a celui qui peut accepter de vivre dans des chambres universitaires quand il en trouve. Il y a ceux qui aimeraient vivre seuls selon les standards, payer des chambres même à 500 à 600 euros le mois. Une chambre, et si lui peut payer ça pour un an, c'est une bonne chose aussi selon les moyens. Déjà que les coûts des études sont élevés, il faut faire tout ce budget avant de s'engager. Au moment d'obtenir pour le visa, le calcul des moyens qu'il faut avoir et justifier pour entrer au Portugal, c'est base sur le minimum vital là-bas qui est calculé par mois actuellement à 920 euros le mois. Donc un étudiant qui vient doit démontrer qu'il peut avoir de l'argent même pour 12 mois. Ça se trouve actuellement autour de 11 044 euros par an. Donc c'est entre les 6 à 6 à 7 millions de ce qu'on peut appeler, pour certains, ils appellent la caution, mais c'est pas la caution. C'est un justificatif bancaire que tu as de quoi te nourrir, te loger là-bas pour un an. Ce n'est pas calculé niveau étudiant, mais c'est ce qui est demandé. Parce que la réalité étudiantine est différente, mais on calcule cela pour toute personne qui voudrait entrer au Portugal, que ce soit un travailleur ou qui que ce soit. Ça peut se démontrer par un relevé bancaire avec ce solde ou bien une prise en charge. Et de préférence, les prises en charge doivent être faites par des personnes qui ne sont pas dans l'espace européen pour limiter les soupçons de l'utilisation du Portugal pour aller ailleurs. C'est qu'ils appellent le risque de migration. Que la personne veut seulement arriver au Portugal pour aller retrouver son frère qui est dans tel ou dans tel pays où c'est son oncle. Donc, on conseille aux personnes qui utilisent des prises en charge, bien qu'elles soient acceptées partout. Il y a des gens qui utilisent des prises en charge de leurs parents qui sont même aux États-Unis pour entrer au Portugal. Oui, c'est mieux que d'avoir une prise en charge de quelqu'un qui est déjà dans l'espace. Qui, par exemple, quelqu'un se trouve en France et il te signe une prise en charge pour dire que tu as étudié au Portugal. On a l'impression que tu étudies au Portugal juste pour entrer. Même si c'était ça ton intention, au lieu d'avoir un justificatif bancaire dans ton pays et le faire avec, tu utilises un sponsor français, ça limite tes chances d'entrer au niveau du Portugal. Donc, voilà en gros ce que je peux dire des programmes des études et des conditions d'entrée au niveau du Portugal. C'est avec les questions que beaucoup plus de détails peuvent être apportés. Un autre élément que je peux donner sur le Portugal aujourd'hui, c'est dire que je l'ai déjà parlé du SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum qu'on peut payer à quelqu'un s'il a un travail régulier. Si quelqu'un t'emploie, il va te payer au moins cela. S'il te paye les 920 euros qui sont exigés là-bas, c'est l'un des plus bas en Europe actuellement, parce que la moyenne dans certains pays est à 1500, 2500, 3500 selon que tu es au Luxembourg ou en Suisse. Au niveau du Portugal, c'est 920 euros et c'est insignifiant pour quelqu'un qui veut vivre une très haute vie. Payer une grande maison, se nourrir et payer les taxes, ce sera très insignifiant pour lui. On peut aller au Portugal selon ses capacités et ses projections, on les développe. On peut aller et obtenir sa carte et bien que tu es sur place, que certaines font, demander l'admission dans un autre pays de l'espace et c'est plus facile quand tu as déjà ta carte de résidence. Voilà pour ce qui est du Portugal. Pour les Camerounais, et si tu es Camerounais résident dans un pays où tu n'as pas la carte de résidence dans ce pays, tu seras obligé d'aller au Nigeria pour faire une demande de visa. Mais si tu es dans un pays qui a déjà, et tu es là-bas comme résident, on cherche plutôt le pays qui a la compétence territoriale. Pour le Portugal, là-bas, ceux qui sont par exemple à Dubaï font la demande directement là-bas s'ils ont la résidence. Au cas contraire, s'ils sont des Camerounais, ils doivent rentrer au Nigeria pour faire la demande s'ils n'ont pas une résidence légale justifiée à Dubaï. Pareil pour les autres pays comme la Turquie, etc. Si tu es en Turquie, tu dois avoir une résidence légale pour aller demander le visa au niveau de l'ambassade du Portugal. Ils ont un consulat et
une ambassade au niveau du Portugal, à Istanbul et à Ankara. Il faut faire cela avant d'y aller. Et également, là-bas, les documents peuvent être signés, peuvent être légalisés au niveau de ce consulat, parce que dans les pays étrangers, en dehors du Nigeria, c'est plus facile de légaliser car il y a peu de personnes qui sollicitent ces ambassades pour les légalisations étrangères. Au Nigeria, il y a tellement, les Nigériens d'abord eux-mêmes, c'est un monde. Vous savez, le Nigeria est un continent. C'est plus de 200 millions d'habitants et plusieurs sollicitent des entrées, ce qui fait que l'ambassade est surchargée par le nombre de demandes de légalisation des documents. Alors, elle ne s'occupe pas seulement du Nigeria. Au Nigeria, ils ont en charge le Nigeria, le Cameroun, le Bénin, le Congo, le Niger et le Congo-Brazzaville. Tous, c'est presque 6 pays qui doivent faire leur demande au niveau du Nigeria, ce qui fait que la charge est assez lourde pour eux, contrairement aux autres pays dans le monde. Voilà pour ce qui est du Portugal. À côté du Portugal, un nouveau État qui a fait son entrée dans le Schengen, parce que choisir les États du Schengen, c'est juste avoir l'accès à tous les autres États, c'est la Turquie et la Croatie. La Croatie, ça fait 1 an que la Croatie est devenue membre du Schengen. 1 an officiellement, bon, ça c'est la 2e année qui s'est écoulée parce que c'est depuis janvier 2024. Oui, c'est-à-dire depuis janvier 2024 que la Croatie est membre du Schengen. Et au niveau de la Croatie, les programmes des études également sont limités. Ils ont 2 entrées. Je peux dire, hein, si on peut ainsi, 2 phases d'admission internationale. La première phase est terminée. Les deuxièmes demandes pour les admissions pour la rentrée d'octobre ne vont commencer au mois de juillet en Croatie. La seule différence qu'en Croatie, la langue est également une très grosse barrière. Bien qu'il y ait des écoles anglaises, plusieurs exigeront que pour que tu passes sans faire l'interview ou bien sans prouver apporter un document de langue anglaise, il faut que tu aies fait ton programme des études en anglais. Et la chose également, une autre chose, c'est qu'en Croatie, les études sont très élevées parce que dans ces écoles privées où on obtient facilement les admissions, si tu ne passes pas par le cadre général des admissions, parce que la Croatie a souscrit au programme général des admissions comme cela se fait en Grande-Bretagne, au Canada, c'est-à-dire tout le monde soumet par un organisme qui gère toutes les admissions dans le pays. Et un peu comme avec la France également, parce que la Croatie est membre de l'association des universités qui font des pays qui font des process uniques d'admission. Tu soumets ton dossier, tu choisis 10 universités à la fois. Si l'une des universités t'admet, parmi les 10, tu engages donc ta procédure de visa par rapport à cela. Et dès que tu as l'admission, on te donne l'autorisation de séjour, donc on t'accorde la résidence au niveau de la Turquie, de la Croatie avant que tu partes demander le visa. Donc le visa te permet seulement d'entrer et que sur les 30 jours que tu arrives en Croatie, que tu obtiennes ta carte de résidence, c'est une obligation. Si après 30 jours tu n'as même pas obtenu ça, tu n'as pas demandé, tu n'as pas soumis tes papiers, tu seras considéré comme illégal. Mais avant d'aller à l'ambassade, on t'a déjà accordé la résidence en fonction de ton programme d'études ou bien de la voie par laquelle tu fais ton entrée là-bas. Bien que les coûts des études varient de 1 100 € à 10 000, comme ça va se dire, la majorité des écoles et pensions vont se retrouver au niveau de la Croatie à autour de 4 500 à 5 000 €. Et une deuxième difficulté, c'est que les universités exigeront, parce que en dehors des frais, pour faire des admissions, ça va te coûter peut-être 500 €. Et on va t'exiger de payer totalement les 4 500 € dès que tu as ton admission avant de demander le visa. Certes, cet argent est remboursable en cas d'échec de visa, mais c'est assez lourd pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de payer peut-être en tranche, comme au Portugal. Chez eux, toutes les écoles, dès que tu as l'admission, tu dois payer une fois le montant de ta pension. Et l'école ne te rembourse ça que si tu as un échec de visa, c'est une garantie. Mais les années d'après, quand tu as fini ta première année, tu as bien la possibilité d'échelonner tes paiements.
Parce qu'on va te dire 5 000 euros la première année, mais deuxième année, la pension passe à 2 500, 3 000 selon les écoles. Donc, ça, c'est ce qui est dit de ces deux États du Schengen que les uns et les autres utilisent actuellement pour la voie des études dans des programmes futurs où les occasions seront présentées. Je me ferai le plaisir peut-être de faire des présentations et de t'envoyer sur les autres opportunités et les autres petits États du Schengen à travers lesquels les gens entrent et pour des programmes précis. La Slovaquie accueille moins d'étudiants, mais beaucoup plus des travailleurs, chercheurs de travail. C'est juste que la procédure est complexe pour les Camerounais, tout comme pour plusieurs pays d'Afrique, hein, parce que même les Nigérians, tout le monde est obligé d'aller au Kenya pour faire la demande de visa, bien que ce soit plus facile. Bon, mais le processus est assez complexe. Il y a donc ces petits États qui deviennent des voies de contournement pour accéder en Europe avant de s'orienter dans son pays de choix où on se sent le mieux à l'aise, mais également des portes d'entrée qui permettent d'avoir un diplôme reconnu dans tout l'espace Schengen avant de migrer dans un de ces États-là pour trouver le travail. Parce que tu peux s'offrir d'entrer au Portugal, faire une formation en portugais dès que tu as ton diplôme le diplôme sera reconnu dans tous les États de l'Europe et tu peux faire une demande de travail là-bas selon le niveau de vie que tu cherches. C'est bon pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est pour ces détails. Donc, c'est de manière générale. Je ne suis pas bien. Hein? Tu me suis? Oui, ça se coupait là. Ok, attends un instant. Je suis en route. Tu m'écoutes très bien. Oui, maintenant ça s'écoute. Oui. Ok, désolé, j'étais sur les écouteurs. Donc, je disais que merci beaucoup pour ce partage. Tu as vraiment brossé de manière générale avec les détails la procédure d'études pour les étudiants camerounais qui aimeraient immigrer au Portugal et tu as vraiment donné le contexte, les facilitations et les réalités du terrain avec même les prix de scolarité et de logement. Donc, c'est très, très bien. Maintenant, tu as aussi parlé de la Croatie, qui est un pays nouveau, qui accueille aussi des étudiants internationaux. Et je pense que ces informations sont capitales pour ceux qui vont écouter ton enregistrement, bon, ta présentation. Ma première question, bon, je vois, il y a Alex qui est parmi nous, qui est aussi très intéressé par les études dans un pays de l'espace Schengen. Ton dossier pour le Portugal actuellement avec. Mais, ma première question, c'est au niveau de la justification des fonds. Tu as dit que pour venir étudier au Portugal, il faut démontrer une certaine capacité financière et que cela constitue comme une sorte de caution, mais qui n'est pas comme les autres pays où il faut transférer ce montant au Portugal. Bon, comment est-ce que ceux qui sont au Cameroun vont pouvoir justifier cette prise en charge? Est-ce que en faisant un compte bancaire à leur nom et en mettant le montant ou en démontrant qu'ils ont une capacité à se prendre, cela va être suffisant. Et tu sais, bon, on a des banques avec lesquelles on travaille qui peuvent faire des documents bancaires aux étudiants. Bon, est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire ou bien il faut vraiment l'argent dans le compte? Oui, bon. La première des choses, c'est dit que la banque doit faire quelque chose qui soit compréhensible parce qu'on ne demande pas de déposer l'argent ailleurs. Le document bancaire qui est attendu, c'est le relevé de compte des 6 derniers mois avec le solde qui est supérieur à ce montant. Donc,
Pour les étudiants, on ne demande pas nécessairement de transfert, bien que certains ouvrent des comptes au Portugal pour déposer l'argent, comme ça se fait avec certains programmes des nomades digitaux. Mais l'étudiant n'a pas besoin, si le Cameroun, premièrement, il est important que le relevé bancaire soit en son nom. Il est important que ce soit en son nom. C'est plus facile quand c'est lui que lorsque c'est quelqu'un qui sponsorise. Donc, il fait le relevé bancaire en son nom. La banque qui doit l'accompagner doit lui produire un relevé des 6 derniers mois. D'accord. Je Ouais. pense. Ça peut être de 4, mais c'est de 4 à 6 derniers mois en son nom avec ce solde. D'accord. Et quand je dis la banque accompagne, parce que les gens font des relevés, on voit seulement le montant apparaître à la fin. C'est dangereux de dire que quelqu'un a fourni le compte en 6 mois et que sur les 6 millions, on voit que 4 millions est versé seulement le dernier mois ou les 2 derniers mois. Ouais. Maintenant, pour la Croatie, ça dit que pour la Croatie, les écoles qui coûtent 1000 ou 1100 euros et ça peut aller jusqu'à 2000. Non, c'est une rectification, c'est le coût général des pensions là-bas. Oui. Donc, c'est comme on fixe ça pas des 1100, c'est pas dit que tu choisis directement que je veux faire. Pour les étrangers, c'est toujours élevé. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Donc, est-ce que c'est possible de trouver des écoles en Croatie qui coûtent moins cher? Parce que d'après ce que tu as présenté pour la possibilité de d'immigrer en Croatie, les étudiants obtiennent l'admission et directement ils obtiennent le permis de séjour. Et avec le titre de séjour, ils passent directement des visas avant d'immigrer. Et comme il y a la valeur de Croatie, pour les Camerounais, ils prennent des visas ou s'ils sont au Cameroun, par exemple. Baban seni almak mı ister yoksa senin standayda evet gitmen Oui. yani La première des choses, c'est que quand je dis qu'ils obtiennent le permis, c'est pas qu'on leur donne un permis. Hein. C'est que le pays autorise, oui, il fait ça, on dit qu'on t'a accordé la résidence pour ta période d'études. Oui. Parce que la carte de permis, même tu vas l'obtenir les 30 premiers jours que tu arrives sur place. Tu vas soumettre ton dossier. Donc, il te donne ce document qui te permet maintenant d'aller récupérer un visa dans l'ambassade le plus proche de là où tu te trouves. Parce qu'en effet, c'est d'abord le Maroc qui a la responsabilité du Cameroun. Je pense que maintenant, depuis que ils sont entrés dans le Schengen, et pour répondre aux besoins des uns et des autres, ils permettent d'obtenir dans le consulat le plus proche, parce que là, on t'a déjà donné l'autorisation de résidence. C'est différent, comme ailleurs, tu vois, il faut demander la résidence. L'ambassade soumet au service d'immigration qui valide. Ça, c'est ce qui se passe dans tous les pays. Hein. Ça prend du temps, les demandes de visa d'études, parce que c'est le service d'immigration du pays qui valide. Donc, il faut que l'ambassade enregistre, on renvoie, le pays valide. Quand on t'a accordé le séjour, que l'ambassade répond en te donnant maintenant le visa. Alors que le process ici est différent. On t'a déjà accordé la résidence. Tu pars juste chercher à l'ambassade le visa pour faire ton entrée dans le pays. Par exemple, ceux qui n'ont pas besoin de visa, quand ils traversent déjà cette étape-là, ils vont directement là-bas faire leurs études. Ils partent directement là-bas obtenir leur carte de séjour. Donc, c'est un peu ça, dit que tu s'agit pas du qu'on t'envoie un titre de séjour. Tu vas prendre tes empreintes sur place pour l'obtenir. Donc maintenant, ils ont la possibilité de faire cette demande au niveau du Nigeria parce qu'il y a un consulat au Nigeria. Et bien que les visas se demandent à VFS, la responsabilité de VFS, du consulat du Nigeria, est sous l'ambassade de la Croatie en Afrique du Sud. Mais puisqu'il s'agit juste de l'autorisation de voyage ayant déjà obtenu le visa, ils sont obligés ils peuvent bien demander là-bas. Parce qu'aucun pays officiellement ne représente la Croatie pour ses courts séjours, même au Cameroun pour le moment.
D'accord, j'ai compris. Je ne sais pas, est-ce que Alex qui est en ligne a des questions particulières par rapport au Portugal? Alex qui est en ligne, est-ce que tu as des questions, monsieur? Bon, si Alex n'est pas là, en attendant, parce que peut-être qu'il est connecté, je ne sais pas son micro. Donc, si tu as des questions, Alex, tu peux poser, mais si tu n'as pas de questions, monsieur, si je peux continuer peut-être par son expérience avec Paris. Erst deine Adresse. Allô, monsieur. Oui, allô, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir. Bon, monsieur, je pense que j'ai écouté tout ce que vous avez été très, très clair lors de la question. Et monsieur, ce que vous avez dit, la, la seule chose que je vais demander, c'est une autre pour dossier. Je n'ai pas suivi la fin, hein. Monsieur, C'est la seule chose que tu veux demander? allô, monsieur. Oui, que la seule chose que tu voulais demander, c'est... Oui, monsieur, je disais que vous avez été très clair concernant vos explications. Maintenant, la seule chose que je voulais comprendre, c'est présentement concernant nos dossiers, si nous sommes à quelle étape? D'accord, moi, je me permets de le dire, hein. Je ne maîtrise pas les noms de tous ceux qui sont dans les dossiers qui ont déjà été envoyés, premièrement. Donc, je ne sais pas si tu as les dossiers de ceux qui ont été envoyés et avec quel nom pour quelle filière, etc. Sinon, je ne sais pas si c'est parmi ces personnes qui a les trois dossiers qui ont été envoyés. Je ne sais pas si déjà on peut me le Oui, confirmer. oui. Son dossier, parmi les trois dossiers, donc c'est B pour celui qui est technicien, là, celui qui a fait poser la question. Voilà. Oui, premièrement, il faut dire que on est à l'étape zéro parce que le dossier commence par les paiements. Donc, et on n'y est pas encore arrivé. Donc, il fallait faire les paiements parce que il y avait une première phase. Bon, mais ça, ouais, ça, tout ce sont des bases parce que c'est les phases de licence qui ont été clôturées le 8 juin. Pour tous les autres, parce que ce sont des élèves comment on appelle ça? Tous des bacheliers. Les filières d'admission pour lesquelles au dossier ont été soumis, parce que j'ai dit ça, ce sont ce que nous appelons les pré-études, c'est le barbac. Oui, on fait des barbacs avec les commissions qui font des études là-bas. On dit le barbac pourquoi? Parce que tu dis que ton dossier est soumis quand tu as payé ses frais. Quand on a payé les différents frais et on a mis euh, tous les pièces constitutives, parmi lesquelles le CV, les diplômes légalisés. Les diplômes ont été légalisés le vendredi dernier et les déclarations d'honneur pour tous les étrangers sont ceux qui doivent être signés et on doit faire les paiements au niveau de l'école avant la fin de cette semaine. Et le procédure, comme je l'ai dit, ça se fait en 2 mois. Avant que les admissions ne sortent au mois d'août, il faut avoir légalisé tous ces diplômes. Et ce n'est pas moi qui les légalise. On a légalisé au niveau des relations extérieures, c'est soumis. Il y a approbation là-bas. Il faut maintenant qu'avant que les admissions ne sortent en août, que ce soit finalisé au niveau de l'ambassade. Donc, je crois que Lionel m'a dit il y a quelqu'un qui peut faciliter, il y a quelqu'un qui est en Turquie qui peut aider à, à faire la légalisation là-bas parce que pour tout le monde peut être légalisé là-bas de la même manière, hein. Le processus est simple. Les diplômes qui ont été signés au Cameroun sont envoyés là-bas, des originaux, des copies des relations extérieures, arrivent au niveau de la Turquie, faire légaliser cela, authentifier, on appelle ça authentifier
à l'ambassade du Cameroun qui est là pour aller maintenant à l'ambassade du Portugal demander la légalisation. Oui. Donc, et dès que cela est fait, particulièrement pour la Turquie, je ne sais pas les coûts qu'ils fixent là-bas au moment de la légalisation. Au Nigeria, ça prend 2 mois et les coûts de légalisation sont les mêmes que ce qu'on a fait au niveau du Cameroun. Il faut payer les frais à l'ambassade du Cameroun et payer les frais à l'ambassade du Portugal, qui est au Nigeria par diplôme. Ok. C'est pas essayer de faire ce qu'il faut pour que le leader de faire la demande de visa du Portugal. Je n'ai pas suivi. Actuellement, on va essayer de faire ce qu'il faut quoi, pour que Oui, le document soit suivi comme tel et oui. ce que tu as de ramener comme formulaire, bon, sont déjà remplis. Bien. Ouais, Il faut que je précise, je le dise. Pour ces dossiers, premièrement, aucun n'a fait la langue. Ce qui fait que euh, quelqu'un d'autre doit composer pour. Parce qu'il y a une épreuve, il y a un test qui est fait. Et les interviews seront faites par quelqu'un d'autre ce seront des interviews en anglais ou bien en portugais. en portugais. Ah non, je ne peux Oui. pas donc ça, c'est qui va composer. Oui. Donc, quelqu'un va faire ça sur place et tout et tout. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dit de manière officielle. Donc, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. C'est parce que c'est chez nous qu'il faut vraiment comprendre ça simplement comme ça. Il y a une épreuve, les épreuves sont simples. La seule différence que les épreuves ne sont pas dans ta langue. C'est un peu ça. Parce que quand tu as fait une bonne terminale, tu te rends compte que les épreuves là sont à la portée de tous. Maintenant, quand il faut faire l'épreuve dans une langue que tu ne fais pas, il y a ce qu'on appelle une combinaison de matières que tu dois faire. Pour vous donner tous les détails des différentes combinaisons et des modules d'épreuve là, mais ça ne servira à rien pour pouvoir faire les épreuves. Donc, les dossiers, la clôture des dossiers pour le truc, c'est cette semaine-ci. Il y aura les épreuves sont programmées pour le début juillet. Et après la phase des épreuves, il y a les interviews qui sont faites. Hein. C'est pourquoi tout le processus là prend 2 mois. C'est la Oui. dernière Bon, phase. Oui. il y a une liste de documents que tu as demandé. Tu as demandé plein de documents là. Je ne sais pas si il faudra soumettre ça avant ou bien c'est au fur et à mesure qu'on doit soumettre parce qu'il y a des documents que tu as demandé, des formulaires, des trucs comme ça. C'est Les ça que premièrement, euh, ça dépend de quelle liste. J'ai envoyé 2 listes. La première que j'avais reçue de la première école, c'était pour les élèves l'exigence c'était d'abord pour les élèves du baccalauréat A. Et la liste la plus récente, c'était pour celui qui a fait l'enseignement technique. c'est avec sécurité là. D'accord. Donc, parce que là, bon, en tout cas, il y a tout un travail de fond. On va faire les CV en fonction de son profil, toutes ces choses. Le plus important maintenant, c'est que les documents soient signés, les formulaires et toutes les autres prises en charge. Euh, la personne qui s'occupe des admissions, on va monter cela ensemble. Moi, je vais prendre juste le temps lundi pour finaliser cela avec lui parce que là, en vérité, je n'ai pas le temps de courir derrière ça. Je fais tout, je monte les documents pour envoyer et je me libère. Donc, si on peut finaliser tout cela lundi, ce sera une très bonne chose. On fait D'accord. on soumet avec les trucs et ce n'est pas soumis seulement pour une école. Voilà, particulièrement pour eux. La deuxième chose, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on ne choisit pas la filière. Il faut qu'on soit clair.
parce que c'est la bagarre pour que là où on t'admet, on t'admet. Tu as bien expliqué ça au début de ton cours. Voilà, oui. Là où le problème, c'est d'entrer d'avance. Là où on t'admet, on t'admet. Et puisqu'il y a des évaluations, tu vas voir, les épreuves sont quoi? Les épreuves sont selon la matière que tu dois faire. Et maintenant, la difficulté sur ces dossiers, c'est que, peut-être j'ai oublié de présenter ça dans la présentation générale, on cherche les meilleurs. Et le plus souvent, les meilleurs sont ceux qui ont plus de 14 de moyenne. Il était difficile d'avoir ces notes sur les diplômes, c'est pourquoi il faut passer par ces évaluations individuelles, quoi. Et les notes sur les matières de base pour lesquelles il faut intégrer une filière avec n'existaient pas. Oui. Donc, ça, c'est la réalité de ces dossiers. Il faut comprendre. Bon, maintenant, on utilise le derrière pour avoir la première solution. C'est pourquoi il doit faire la filière, il y a logistique et transport, si j'utilise les termes du français, hein, tout ça sont des choses traduites. Ce n'est pas écrit comme ça. Donc, comme dans les traductions, ce sont des traductions limitées. Ce n'est pas les termes exacts pour pouvoir le faire. Et il y a une autre filière en hygiène et sécurité au travail. Donc, voilà les filières qui permettent pour le technicien de pouvoir négocier l'admission parce qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir un programme qu'il pouvait faire directement, notamment son profil. Ouais, actuellement. C'est bien construit. On va essayer de trouver un peu d'amis. Monsieur Alex, est-ce que tu as encore une autre question? Non, monsieur, je crois que c'est tout. Merci beaucoup, monsieur Cyril, pour cette information. D'accord, pas de problème. Donc, il faut qu'on ait les documents, c'est les demain et que je puisse faire le point, que lundi on complète et on soumet. D'accord, ça marche. Bon. Parce que j'ai rempli les fiches, les dossiers, je les remplis seulement en nuit, hein. Dans la nuit, quand j'ai la tête reposée avant que je l'ai fait. Ouais. D'accord, ça marche. Parce que s'il y a deux, Fais un petit résumé sur ton expérience avec la Russie. Bon, ça c'est peut-être après, parce que ah non, je peux le dire en 5 minutes, hein, parce que la Russie, c'est la porte d'entrée de tout le monde. La seule chose que je ne pourrais jamais dire et qui est la motivation de plusieurs qui vont en Russie, c'est qu'on dit aux gens qui vont aller en Russie et entrer en Europe. Moi, je ne connais pas comment cela se fait. Il faut qu'on soit clair. Je travaille avec les universités de la partie européenne de la Russie, mais pour entrer en Russie, c'est vite fait. Quelques jours, on obtient les admissions, on part. Il y a des programmes d'études en français, il y a des programmes d'études en anglais, des programmes d'études en russe. Et selon ce que chacun veut faire comme programme d'études et dans toutes les filières possibles. Pour certains, tu vas venir faire une année de russe et ça ne bloque même pas dans le processus d'entrée là-bas. C'est légal. Et ces programmes, les programmes de langue sont les moins coûteux. Parce que si tu viens faire une année de russe et que tu dois faire les formations dans ton domaine que tu veux, quel que soit le domaine, je dis quel que soit le domaine que tu veux faire en Russie, même des domaines hautement spécialisés, tu pourras le faire après la première année de langue. Et la première année de langue dans ces universités du groupe représentant les universités de la partie européenne de Russie coûte entre 2000 et 2500 € l'année. Or, quand tu finis cette année de langue, tu vas faire les formations en russe, pardon, et les formations seront dans les 1500 $. L'année, alors que si tu viens directement faire une formation en français, par exemple, ça va te coûter au moins 3500 $. Que ce soit la formation de médecine, oui, tu peux avoir une admission directe pour venir faire la formation en médecine en français ou en anglais selon, ou bien les filières technologiques que tu veux faire d'ingénierie.
mais elles seront plus chères. Ces filières vont coûter dans les 3 500 à 4 000 $ par an pour l'information en langue étrangère. En formation en russe, ça va être moins 1 500 à 2 000, 2 500 pour certains. Donc, première fois, l'admission est très rapide. Tu fais ta procédure. Tu veux faire la rentrée parce que les rentrées, ce sont celles d'octobre. Tu as 100% de réussite que tu vas obtenir ton visa. Donc, même si quelqu'un fait ça, sa procédure s'élève en septembre, s'il y a des universités qui sont encore ouvertes, tu peux faire ton admission jusqu'à voyager en novembre. Il y a la rentrée de septembre, il y a la rentrée de février, etc. Donc, ça, je peux dire ça en gros, il n'y a pas de caution bancaire qui soit exigée pour les étudiants. Tu payes ta pension, tu payes ta pension, tu obtiens ton admission, tu payes euh, ta pension et c'est bon, tu obtiens ton visa. Le visa s'obtient actuellement, c'est juste qu'il y a trop de personnes qui demandent aussi au Cameroun. C'est juste ça qui est un peu lent maintenant à voir les rendez-vous par rapport au passé. Mais ce n'est pas un souci. Avec le groupe avec lequel nous travaillons, c'est lui qui négocie avec l'ambassade pour le rendez-vous. Quand il y a urgence, c'est quand on n'est pas pressé. Et tu as la possibilité de faire un visa express. Ça veut dire que le jour que tu viens à l'ambassade, tu payes pour qu'on te donne le visa en 3 jours. On te donne. Soit tu attends la procédure normale que le visa va sortir après 15 jours, 15 à 30 jours. En express, c'est 3 jours. Monsieur, la rentrée, c'est quand? Tu dis, Là-bas au Portugal, la rentrée, c'est quand? les rentrées, selon les universités, c'est à partir du mois d'octobre. Donc, l'État sort les jours au mois de septembre, ils vont communiquer la date exacte de chaque rentrée. Donc, au fil des admissions, vous demandez, on va mettre ça sur les papiers que la rentrée d'octobre, tu es admis pour la rentrée 2026-2027. Et la date pour chaque école est communiquée en septembre. D'accord. Bon, ça, c'est pour le cas de ceux qui veulent étudier en Russie, en fait, qui Ouais. sont peut-être au Cameroun, n'est-ce pas? Ou bien ceux qui sont en Turquie. Et la Turquie pour la Russie peuvent également faire la même demande. Oui, premièrement, le seul avantage que je peux dire, c'est que sans savoir comment ça se passe au niveau de la Turquie, c'est vérifier juste l'ambassade. L'avantage étant donné que c'est un groupe d'études qui va intervenir, appeler l'ambassade là-bas pour nous donner la bonne information, comment obtenir le visa facilement là-bas. Donc, pour les admissions, le process est le même, tout. Et maintenant, comment obtenir le visa si quelqu'un est en Turquie, après son admission, tout ce qu'il faut faire, s'il y a même un problème de rendez-vous, je ne pense pas qu'il y aura même un problème de rendez-vous là-bas parce que l'expérience, même avec tous les autres pays où les gars sont partis de là pour la Russie, c'était la même chose parce que la procédure de visa express, etc., n'est pas une procédure seulement pour le Cameroun. C'est le ministère de l'Intérieur qui fixe cela. Donc, partout, tu veux demander un visa express pour la Russie, tu peux l'obtenir. C'est 3 jours visa express. À partir de 15 jours pour le visa normal. Quand on dit visa express, c'est juste que express pour dans la délivrance. Hein. C'est-à-dire que dès que tu as eu les notes de l'école, etc., tu viens seulement demander aucune exigence de caution bancaire pour ça. D'accord, je comprends. Bon, l'expérience que j'ai, c'est pour le Cameroun. Parce qu'au Cameroun, en cas de nécessité, ils appellent l'ambassade. Moi, je ne parle pas le russe. Hein. Il faut savoir cela. Mais c'est le groupe qui s'occupe de négocier avec l'ambassade. Toutes les audiences que j'ai au Cameroun, c'est pas moi qui les négociais. Il y a seulement 2 quand j'ai organisé les salons d'études avec l'ambassadeur de Russie que j'ai demandé l'audience moi-même. Donc, mais en dehors de ça, tous les visas des étudiants, c'est 2 ou 3 peut-être que je suis allé faire la demande, mais c'était même pas serré comme ces derniers mois-ci. Les cas les plus extrêmes qui obtenaient les admissions très proches, par exemple, parce qu'on ne joue pas avec les dates de rentrée là-bas.
et ils programment tout pour l'accueil, comment t'accueillir, t'intégrer avec ce groupe. Tu ne dois pas rater les dates. Ce sont eux qui appellent l'ambassade pour qu'on te reçoive en urgence. D'accord. Bon, euh, actuellement, il y a beaucoup de gens qui font la promotion de la Russie au Cameroun, qui font des posts, des affiches disant que, bon, avec 2 millions, tout frais compris, quelqu'un peut quitter le Cameroun pour aller étudier en Russie. Bon, je ne sais pas si les frais de scolarité dont tu as parlé tout à l'heure sont inclus dans ces frais ou bien qu'est-ce que tu penses de ces personnes qui font de telles publicités? Parfait. Ça, c'est déjà la question qu'il faut poser à la personne. Parce que quand quelqu'un fait sa publicité, il présente, il faut dire clairement, quand je paye 2 millions, oui, tu peux partir. Mais 2 millions est compris dans quoi? C'est une année universitaire. L'avantage, c'est que quand tu es à l'université là-bas, les coûts de chambre sont moins chers par rapport à l'Europe. Dans certaines universités d'État, tu peux payer, comment je peux calculer ça? Tu peux payer 500 € pour toute l'année en logement étudiant. Les logements partagés, je dis 500 € pour toute l'année pour les logements. Tu vois déjà qu'il est possible. Mais les coûts des études, c'est ça. Maintenant, est-ce que quand la personne parle de 2 millions, il se dit qu'il a ses frais, il fait quoi? C'est seulement l'inscription et la première partie que tu vas payer. Ou quand il dit 2 millions, c'est ce que tu dois dépenser et tu dois le payer. Tu dois payer chez lui combien pour lui, même pour ses frais, parce que ce n'est pas un don, c'est un travail. Et quelqu'un qui fait son travail, il doit aussi être payé pour son travail. Donc, c'est chacun qui sait ce qu'il met dans son contenu. Il y a ceux qui te disent 2 millions, le problème, c'est que tu partes. Quand tu pars, tu vas faire comment? Il faut qu'ils te disent, tu vas manger, tu vas dormir, tu vas faire quoi? C'est des précisions qu'il faut donner. Si je te dis que la pension pour une année, c'est lui qui est en train de partir quand tu ne parles pas, parce que aussi il faut savoir que les programmes d'études là-bas, si tu es en train de payer 2000 $, si on veut calculer presque dans les 1 million 2, 1 million 3 pour l'année. Si c'est une école de 2500 $, c'est tu as presque 1 million 500 que tu es en train de payer seulement pour la pension pour un an. Les frais de visa, c'est 84 000 €. 84 000 francs CFA, pardon. Donc, maintenant, est-ce qu'il prend ça, il te paye toute la pension pour la première année et il a ses 500 000 pour dire que ce sont ses frais de service? Là, c'est à personne de donner les détails. Que 2 000 là, ça comprend quoi? Parce que moi, je dis ce que je fais et je te dis que voilà, tu vas me payer tel, le reste, c'est toi qui vas payer là-bas. Et pour le programme de Russie, je prends un exemple. Je n'ai pas besoin de tourner pour le dire. Pour faire les admissions chez nous, c'est 500 $. Tu payes les 500 $. Moi qui suis le représentant, j'ai 250 $ dans les frais d'admission et le groupe qui accueille a 250 $. Ils prennent directement cet argent. Quand ils prennent l'argent, on te donne ton admission. On te donne ton admission, on fait l'avance de la pension. Tu payes et le reste, c'est toi qui vas payer là-bas. Parce que ce sont eux qui te suivent. Si tu as un problème là-bas, on va seulement m'envoyer l'information pour dire qu'il y a tel étudiant qui ne veut pas faire les études, qui ne veut pas faire tel, c'est tout. D'accord, je comprends. Puisque les accords avec les écoles sont tels qu'ils prennent les pensions des étudiants avec eux. Je ne sais pas comment c'est organisé entre eux. Ça, c'est la Russie particulièrement. Non. Jusqu'à ton intégration. D'accord. Donc maintenant, si je fixe mes commissions, je fixe en fonction de ce que je veux. Je dis, OK, si quelqu'un veut faire les études, il y a des gens qui sont là-bas faire les études de médecine. Ça dépend de comment on s'organise. Si vous me payez 500 000 pour l'accompagnement, vous payez 250 000 pour tel niveau. Si c'est juste les admissions, c'est tel montant. Si c'est le montage des dossiers jusqu'à l'admission, accueil à l'arrivée, quand tu vas arriver là-bas, il faut que quelqu'un t'accueille, il t'accompagne, etc.
il faut y a des frais par rapport à ça. La Russie est vaste. Tout le monde ne peut pas Saint-Pétersbourg fréquenter. Donc, et on fait passer les billets d'avion, même si ça se font en accord avec eux. Il faut que tu prennes le billet d'avion pour arriver à tel endroit pour que quelqu'un te récupère pour t'accompagner dans ton université. Et on paye également cette personne. C'est des cas qu'il faut prendre en considération. C'est bien de donner ces détails. Donc, tu as vraiment beaucoup parlé et beaucoup présenté. Je pense que à partir de ces détails, beaucoup de gens peuvent avoir l'information qu'il leur faut. À où ils veulent s'engager vers une destination quelconque. Ils savent qu'il y a du contenu et surtout un accompagnement qui est fait. Mais en tout cas, on va se concentrer sur le Portugal pour ceux qui sont actuellement en cours et on fera tout pour que ça marche. Oui, et je pourrais t'envoyer les programmes de prospection avec les détails des cours par de certaines écoles au niveau de la Russie et tout. Sur les catalogues, je t'envoie ça juste pour que quelqu'un estimer son plan avant de s'engager, quoi que ce soit. Ouais. D'accord. Allez, merci vraiment pour ta disponibilité. Je pense qu'il est minuit 30 ici en Allemagne, donc peut-être 23h30 là-bas. Ouais. C'est vous qui êtes là-bas, 23h30. Exact. Voilà. Donc, et il y a vraiment beaucoup donné. Et je pense que tu dois te reposer pour aujourd'hui. Donc, les étudiants, comme on s'est dit, ont signé le formulaire, ils ont envoyé et leurs documents sont à ton nom. Donc, tu vas vérifier s'il y a un document dont tu as envoyé. N'hésite pas à ajouter. Et la liste des documents que tu as envoyés, bon, pour chacun, je pense que tu as précisé que pour le technicien, ta condition de dossier est différente pour les littéraires, les deux sous littéraires. Donc, on va essayer ensemble s'il y a un document, s'il y a un formulaire à remplir, on le fait. Et puis, eux aussi, bon, chaque fois que tu envoies, je leur envoie. Donc, ils sont au courant. Et s'il y a des trucs à faire, je leur demande de faire. Bon, c'est vrai que moi-même, j'ai fini par faire à leur place, mais ils sont informés de comment les choses évoluent. D'accord. Non, ça, en tout cas, on va finaliser cela demain parce que je dois me débarrasser de ça lundi. Totalement. Oui. Et je profite d'une grève. Je n'ai pas de cours à faire lundi. Je veux profiter d'une grève des enseignants pour pouvoir le faire. D'accord, ça marche. Non. Disons de... On se dit à demain. Et moi-même, je viens d'arriver à Karlsruhe, donc pendant toute la réunion, j'étais en route, si vous avez remarqué. Ok. C'est d'arriver. Parfait. Donc, bonne soirée à vous et merci. À demain. D'accord, et à demain. Bonne soirée, Alex. Ciao. Bon, bonne nuit, Alex, et à demain. Bye bye.